Alors, ça c'est l'Irtych, c'est un beau fleuve le plus long de Sibérie, mais en fait c'est le pont que je voulais vous montrer parce qu'il y a un pont entre la défaillance primaire du greffon et la défaillance chronique. Ça c'est un diagramme un peu compliqué que je vais vous expliquer rapidement. Ça veut dire quels sont les patients qui n'ont pas de défaillance du greffon interne. Eh bien, ceux qui sont qualifiés PGD 0, c'est-à-dire qu'ils avaient zéro œdème de reperfusion, vous voyez qu'ils ont beaucoup moins de ce problème de défaillance chronique. Alors que PGD 3, ça c'est des cas très graves. On voit que il y en a nettement moins qui s'en sortent bien à distance. Donc, il est quand même maintenant de coutume de dire que cette défaillance primaire du greffon prépare la défaillance chronique et qu'on aura peut-être une chance d'améliorer les choses si on arrive à agir sur cette défaillance primaire. Et on va y revenir dans moins de 10 minutes. Alors, autre problème, ça c'est maintenant pour les internistes. La greffe améliore la respiration, mais les médicaments qu'on prend pour calmer les réactions immunitaires ont des effets secondaires, notamment rénaux. Et comme on est obligé de donner des doses assez cognées, eh bien, on peut dire qu'à 5 ans, il y a environ un quart de patients qui ont une insuffisance rénale qualifiée de sévère, et à 10 ans, on n'est pas loin des 50%. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en mémoire, et on a tous le souvenir de quelques greffiers qui ont survécu longtemps, mais qui ont eu 20, 10, 12 ans plus tard d'une greffe rénale. Ensuite, l'autre problème de l'immunosuppression, c'est que, à quelque part, ça favorise quand même la pousse du cancer. Alors, si on rapporte ça un petit peu à la transplantation pulmonaire, ou d'ailleurs d'autres organes aussi, il y a plusieurs catégories. Tout d'abord, il y a une catégorie qui est un peu bizarre, c'est les lymphomes. C'est plus fréquent après transplantation d'organes thoraciques et c'est lié à une séropositivité pour le virus Epstein-Barr, le virus de la mononucléose infectieuse, qui est une maladie fréquente chez l'adolescent, d'après ce qu'on dit. Eh bien, ça, c'est finalement encore le moins méchant, parce que là, il suffit, dans la moitié des cas, de diminuer un peu l'immunosuppression et de la forme passe tout seul. L'autre moitié des cas, ça peut aller quand même jusqu'au décès. Alors ensuite, il y a les néoplasmes de la peau. Et ça, ce n'est pas nécessairement des mélanomes, ça, c'est des espèces de petits vasocellulaires ou spinocellulaires. Et là, comme c'est des patients qu'on montre quand même une fois par an au dermatologue, dès qu'il y a un bouton un peu suspect, on l'enlève. Donc là, on est quand même dans une dimension qui est gérable. Et ensuite, il y a les autres cancers. Ben, ça peut être du cancer du côlon, du sein, de l'endomètre, du poumon d'ailleurs. OK, mais on a dit que les trois quarts des patients sont des patients de 50 ans. Donc, c'est un âge où on risque d'avoir un cancer de toute façon, avec ou sans transplantation. Donc, en définitive, on peut dire qu'à 5 ans, il y a à peu près 20 à 25% de patients qui auront eu des soucis, mais dans l'immense majorité, c'est des problèmes de peau, et donc ça ne menace quand même pas tellement la survie. Alors là maintenant, il serait temps qu'on parle quand même du donneur, parce que sans lui, pas grand-chose. Alors le donneur, on peut dire qu'il y a essentiellement deux présentations. Il y a le donneur classique et il y a le donneur moderne. C'est un peu comme au lycée. Hein. Alors, le donneur classique, tel qu'on le comprend, c'est un patient qui a déjà de mort cérébrale, par traumatisme, par accident vasculaire cérébral, par exemple. La loi, et je pense qu'au Grand-Duché, elle est la même, c'est la présomption d'accord. Et donc, ce qu'on cherche quand un patient dans cet état-là, c'est de demander aux proches, non pas l'autorisation de prélever, mais on recherche la non-opposition du patient du temps de son vivant. C'est une notion un peu compliquée.
comme la plupart des gens n'en ont pas parlé avant, la famille elle est bien embêtée. Donc, c'est ce qu'on répète chaque fois qu'on fait une réunion sur le don d'organes, on parle en famille. Le problème, c'est que quand on fait une réunion sur le don d'organes, les gens qui viennent écouter, c'est ceux qui sont de toute façon pour. C'est des efforts vains. Enfin, d'un autre côté, c'est bien aussi être gentil avec ceux qui sont dans le sens de la transplantation. Alors, ensuite, bien évidemment, on veut que le poumon soit en bon état. Et là, il y a quand même un certain nombre de moyens pour l'explorer. On peut faire le gaz du sang, faire l'endoscopie, et puis surtout, on peut faire de l'imagerie. Et c'était un autre combat qu'on a mené en France pour qu'on ne fasse pas des simples radiographies pulmonaires, mais qu'on fasse des scanners. D'une. Ensuite, le plus difficile, c'est d'obtenir qu'on nous le montre, le scanner. Quand on a le compte rendu de l'interne de garde qui est à sa 25e heure de travail, ce n'est pas nécessairement toujours représentatif de la réalité. Vous savez, quand on est fatigué, on devient de plus en plus pessimiste. Donc, au départ, on a bricolé ou on demandait aux gens de finir avec l'iPhone et de nous l'envoyer sur Internet. Et à un moment donné, on a quand même réussi à convaincre l'agence de biomédecine qu'il faut trouver un système de transmettre l'imagerie dans la République. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, donc le donneur classique, c'est aussi un patient. On va prélever les poumons, on va les mettre dans un sac et sur de la glace, et ensuite course contre la montre. Et on a toujours vécu dans l'idée qu'il faut que ça se passe idéalement dans les 6 heures, entre le moment où on clampe l'aorte chez le donneur et le moment où on déclampe les anastomoses chez le receveur. Alors maintenant, si on dit classique, il y a aussi le donneur moderne. Et je mets un mot-clé, Maastricht 3, je ne sais pas dans quelle mesure cela a traversé la frontière. Il y a une nouvelle mouvance qui est de dire qu'on enlève, qu'on prélève des organes après arrêt cardiaque. Alors, il y a différentes situations d'arrêt cardiaque. Il y a celui qui tombe dans la rue et qu'un passant commence à réanimer sur le trottoir. Ou alors, il y a celui qu'on trouve sur le trottoir et qu'on commence à réanimer, mais on ne sait pas depuis combien de temps il y est. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Maastricht 1 et 2. Et ça, c'est risqué de les prendre comme donneur. Surtout que pendant qu'on fait le massage cardiaque, il faut quand même trouver la famille, demander s'ils sont d'accord, etc. Qui est le marginal. Par contre, après, il y a le Maastricht 3 et le Maastricht 4. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque contrôlé. Le Maastricht 4, ça nous renvoie à la case précédente. Ça, c'est en fait le patient qui est en état de mort cérébrale et qui fait un arrêt cardiaque quand on organise le prélèvement. Là, on accélère et ça peut bien se passer. De toute façon, tout est réglé, la famille est d'accord, donc on est dans le bon canal. Et ensuite, il y a le Maastricht 3. Ça, c'est une situation un peu différente. Ça, c'est un patient qui a une lésion cérébrale irréversible, mais il n'est pas en mort cérébrale. Et donc là, effectivement, dans un certain nombre de pays, ça a commencé là, c'est descendu par la Belgique et c'était un long combat en France. On peut, avec l'accord des proches, arrêter les soins. Et ensuite, il y a une certaine période qui varie selon les pays. En France, c'est 3 heures. S'il y a un arrêt cardiaque qui se produit pendant ce laps de temps, on a l'autorisation d'aller prélever les organes. Et s'il ne se produit pas, l'arrêt cardiaque, on continue les soins. Et ce qu'il y a de bon dans cette démarche, c'est que ça limite quand même quelque part des souffrances de gens qui ont un espoir de s'en sortir. C'est un poids pour les proches. Et ça nous donne une augmentation du don pulmonaire des 25%. Jusque-là, je pense que c'est quelque chose qui est défendable. Là, on peut commencer à discuter. J'ai encore lancé une petite piste de réflexion. En Belgique, on est un peu plus avant-gardiste. On dit qu'il y a une autre situation qui est le suicide médicalement assisté et que on peut, quelqu'un qui veut se faire suicider par un médecin, lui demander s'il est d'accord qu'on lui prélève les organes après le suicide.
On n'est pas très loin des condamnés à mort de Chine. Hein. Mais l'Université de Louvain est la plus catholique de l'Europe et le comité d'éthique a donné son feu vert. Alors, la question qu'on nous pose toujours, mais si vous faites des choses comme ça, vous arrêtez le cœur, est-ce que c'est des poumons qui sont aussi bons que ceux qu'on prélève après mort cérébrale? Eh bien oui. Là, il y a plusieurs études qui ont regardé, par exemple, justement cette fameuse défaillance primaire du greffon entre les morts cérébrales et les arrêts cardiaques. C'est pareil. Les rejets aigus pendant le premier mois, c'est pareil. La survie à 1 an, c'est pareil. La survie à 5 ans, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et ça va nous diminuer un petit peu la liste d'attente, ce qui est bien. Parce que finalement, la plus grosse catastrophe en transplantation, je pense que ce n'est pas tellement le décès après transplantation, parce que là, on est de la situation, on a fait son possible et ça n'a pas marché. Le pire, c'est le décès sur liste d'attente. C'est comme ça que moi, je l'ai toujours vécu. Alors maintenant, pour les 5 dernières minutes, comme ça s'appelait à la télé, l'innovation. Eh bien, je suis chirurgien, donc je ne vais pas vous parler de médicaments. De toute façon, je vous rassure, il n'y a pas énormément de nouveautés de ce côté-là. Par contre, en chirurgie, il y a un truc qui est nouveau. Enfin, nouveau, pas tellement, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle, qui est la perfusion ex vivo des organes, là en l'occurrence du poumon. Ça consiste en quoi? C'est qu'on prélève le poumon chez le donneur, ensuite on l'installe dans une boîte, on raccorde la trachée à un respirateur, on raccorde l'artère pulmonaire à une petite machine à perfusion et on va commencer à ventiler le poumon, on va commencer à le perfuser avec du sang à température du corps humain, 37 degrés. Et ça, c'est quelque chose d'assez phénoménal. La première fois qu'on voit ça, je n'ai pas mis de vidéo parce que je ne voulais pas choquer les âmes sensibles. C'est vraiment du Frankenstein. On ouvre cette boîte et puis on voit notre poumon qui respire. C'est comme quand on ouvre le thorax chez quelqu'un de parfaitement vivant. Alors, l'avantage de ça, c'est que le poumon, il est non pas sur des glaçons, mais dans des conditions physiologiques. 2, il y a un monitoring. Ça ressemble vraiment à un patient en réanimation, en quelque sorte. Où on a tous les paramètres de fonctionnement de l'organe. Donc, on a une surveillance continue du devenir de cet organe, et si se dégrade, à un moment donné, on peut encore dire stop, on arrête. Ça permet de prolonger aussi la conservation, probablement au-delà de 12 heures, on va y revenir, et on espère, et ça on va y revenir, diminuer les complications immédiates. Donc jusque-là, c'est très bon. Alors, petite parenthèse, pour augmenter le nombre de greffons, nous avons déjà discuté du prélèvement après arrêt cardiaque. Bien évidemment, quand un poumon est bon chez un patient en état de mort cérébrale, on ne discute pas. Mais alors, là où ça devient intéressant, c'est qu'on a des poumons qui, par exemple, sont pas si mal sur les arguments radiologiques et qui ont une gazométrie déplorable. Et bien là, plutôt que de prendre un risque, on peut mettre le poumon dans la machine, on laisse tourner quelques heures et on regarde si le poumon améliore ses performances. Dans quel cas, on va transplanter. Ça peut être tout simplement un excès de remplissage, parce que bon, les gens qui connaissent les reins, ils veulent toujours qu'on remplisse beaucoup. Et nous, pour le poumon, on veut qu'on ne remplisse pas. Donc, il faut trouver la balance entre les deux. Et donc, ça, c'est une façon de faire. Alors, il y a une parenthèse, c'est le donneur vivant. Vous savez que pour la greffe rénale, par exemple, c'est une voie qui est en constante augmentation dans les pays scandinaves depuis longtemps. Là, maintenant, dans la ville d'Europe, ça commence à prendre racine. Maintenant, pour le poumon, c'est pas tellement la règle. Je pense que c'est assez simple à comprendre. D'abord, on ne peut pas enlever un poumon, parce qu'on enlève un rein, la fonction rénale ne change pas. On enlève un poumon, la fonction respiratoire du boîtier, plus les complications, c'est une opération qui a une mortalité conséquente. Maintenant, la plupart des
indications où ça pourrait se discuter, c'est finalement des enfants avec des jeunes adultes, là, il faut changer les deux poumons. Donc, à ce moment-là, si c'est des patients de relativement petite taille, on peut se contenter d'un homme. À ce moment-là, quand il faut changer les deux poumons, il faut deux hommes. On se trouve dans une situation, où on a une opération qui pourrait avoir théoriquement 300% de mortalité. C'est quand même, c'est peut-être pas la règle, mais c'est un risque qu'on prend. Dans la plupart des hôpitaux, du moins en France, c'est impossible trouver dans un pays où on ne travaille plus que 35 heures par semaine, 300 blocs qui fonctionnent en même temps avec trois équipes complètes. Il ne faut pas rêver. Hein. Les directeurs d'hôpitaux, ils n'ont pas l'habitude de prendre des responsabilités ou des décisions. En France, les directeurs d'hôpitaux sont des managers, comme ils disent. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont fait une licence d'histoire géo ou de littérature pour 2 ans de haute école de santé publique. Et ensuite, ils sont un peu comme les ministres. Ils peuvent passer de l'agriculture à la culture, enfin, ils savent tout faire.